On accueille maintenant le comédien Jean-Michel Elie. Jean-Michel qui est anciennement un footballeur également du côté du Cégep du Vieux-Montréal et également avec l'Université McGill. Jean-Michel, tu es très occupé là, cet été avec le festival Juste pour rire notamment. Oui, beaucoup occupé, très, très, très occupé. Il y a beaucoup de shows dans lesquels que je fais partie, de spectacles dans lesquels que je fais partie. Il y a environ quatre, j'ai environ 5 spectacles majeurs là, que j'invite les gens à venir regarder, écouter aussi. Oui, quels sont ces spectacles-là? Là? Allez, profites-en là, avant qu'on se parle, J'ai, qu'on parle des ouais, Colts. ben oui, 100%. J'ai 100% Montréal avec Eddie King. Ça, c'est avec au studio TD. J'ai Comedy Club Tour. Ça, c'est une série qui va être filmée par Canal Plus pour la France, au Bordel Comedy Club. J'ai un gala juste pour rire à Québec avec Véronique Claveau. Et j'ai aussi le nouveau visage franco euh, aussi avec Juste pour rire. Puis le dernier spectacle, c'est le 28. Ça, c'est hors festival, là. C'est le 28 août Ouais. avec Eddie King. On fait 45 minutes de matériel chacun. Ah Donc, ben ça, à c'est Laval. super, Jean-Michel, ouais. OK, Ouais, définitivement, très tu es hâte. très occupé. Ben ça, c'est un beau signe, là. Ouais, Ça veut dire que très, très, les très affaires hâte. vont bien. Ah ben Yes! ça, c'est super. Content. Ben Content, écoute, ma mère est contente aussi. oui, j'espère, hein, j'espère. Ta mère avec qui, à qui t'avais brisé le cœur lorsque tu lui avais annoncé que tu voulais venir comédien, ben, j'espère qu'elle est de ton côté, puis elle se rend compte que ben, ça a été le bon choix de carrière, t'as suivi ta passion, Oui, et puis là, ben, tu t'es 100%. récompensé. Écoute, une autre de tes passions, c'est le football, comme je le disais tout à l'heure. T'as été un joueur de football, t'as même arrêté de jouer au football lorsque t'as quitté tes études pour devenir comédien. Ton équipe favorite, c'est les Colts d'Indianapolis, tout comme moi, t'es un ancien ailier Mhm. défensif. Dwight Freeney était ton joueur favori. Pour les Colts, ça va Favori. pas très bien depuis quelques années. Donc, avant qu'on commence à analyser les Colts, à faire notre survol en vue de la prochaine saison, quels sont tes états d'âme là, présentement, là, durant l'été, avant le début du camp d'entraînement concernant les Colts d'Indianapolis? Ben, c'est pas compliqué, Didier. En fait, ça passe ou ça casse Hmm. pour cette année-là. C'est les, je dirais pour les Colts, c'est les 2 dernières années où est-ce que les gens vont commencer à arrêter de parler d'eux. Parce que ça fait depuis le départ d'Andrew Luck que l'équipe est plus ou moins stable. Donc, tu sais, on Hmm. a eu l'arrivée de Philip Rivers qui avait restabilisé un peu tout. Mais, tu sais, depuis que Andrew Luck est parti, j'ai l'impression que l'équipe elle cherche un peu, changer beaucoup d'entraîneurs. L'équipe n'est pas stable nécessairement. Fait que moi, je m'attends cette année aux Colts, surtout que c'est une équipe qui dépense beaucoup en point de vue du cap salarial. Je m'attends à ce qu'ils se doivent de performer. C'est avec la situation, avec les 2 carrières qu'ils ont, là. Oui. C'est pas la situation idéale avec les 2 carrières qu'ils ont, Daniel Jones et Anthony Richardson, mais à la fin de la journée, je m'attends à ce qu'ils performent quand même. Oui, puis avant de commencer notre entretien, tu te souviens un bon point également. Écoute, il y a quelques semaines, le propriétaire des Colts, Jay Mercy, a rendu l'âme. Ce sont maintenant ses filles qui sont les propriétaires de l'équipe. Et tu crois que si les Colts sont pas en mesure de se replacer, donc de participer aux éliminatoires cette année, on Mhm. pourrait tout simplement là, y aller là, d'un coup de balai, là, de faire le ménage et recommencer Ouais, à neuf d'une certaine façon. 100%. Puis il faut noter aussi que Hmm. les Colts sont dans une division quand même assez faible. Tu sais, autre que Oui, c'est Houston vrai. dans la division, il n'y a pas vraiment une équipe qui se démarque dans la division. Tu sais, je pense qu'ils devraient en profiter pour prendre, pour prendre l'avantage, puis se construire une bonne équipe, tu sais. Puis surtout avec le départ du GM, puis je pense que c'est là qu'ils doivent se dire, OK, on a l'opportunité de changer la mentalité de l'équipe, comme on doit le faire soit cette année ou pendant le off-season. Donc c'est pratiquement ça que les coachs doivent faire en ce moment, c'est regarder c'est quoi qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Quand Tony Dungy était là, ça fonctionnait.
Pourquoi là Mais maintenant je ça veux pas. fonctionne pas? Ouais, je veux pas trop simplifier les choses, mais lorsque je regarde la formation des Colts depuis quelques années, bon là, il y a un changement à la position de coordinateur en défense. On va parler tout à l'heure, je crois que c'était Mhm. nécessaire. Mais ça n'en vient pas principalement à la position de carrière depuis la retraite d'Andrew Luck. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Parce que lorsque je regarde la formation des Colts, il y a du talent, autant en attaque qu'en défense, mais c'est vraiment la position de carrière qui tient Indianapolis en otage. Mais c'est ça que, tu sais, on a tous un peu vécu le mini hype qu'il y avait autour de Anthony Richardson quand on l'a repêché. Hmm. Moi, personnellement, il me donnait des allures de Cam Newton. Je ne sais pas si Ouais. tu peux valider avec moi, là, en termes de size, Ouais, physiquement, physique, ouais, ouais. On parle du euh, talent, là, ouais, le sa rapidité, la force de son bras et bras, tout, ouais. exactement. On l'a mélangé avec un scheme très offensif, un schéma très offensif que qu'il avait vu à Florida, quand il était à Florida. Donc là, maintenant, c'est à lui de performer, puis c'est à lui de démontrer qu'il a du leadership. Oui, je suis d'accord avec toi que ça ne va pas principalement par le QB, mais si on comble les postes complètement, totalement ailleurs, puis quand on regarde, OK, c'est quoi le problème? Ben, les spotlights, tous les yeux sont rivés vers tes QB. Parce que Ouais. en receveur, ils ont la profondeur en receveur. Joueurs de ligne offensif, ils ont la profondeur aussi. Porteur de ballon, ils ont la profondeur qu'ils doivent avoir. Tight end, ailier rapproché, ils viennent de, Mais ils c'est viennent ça de que je te disais, drafter. Jean-Michel. Ils en Ils, ont du ils ont, ils talent, ont, ils en ont du talent ils en ont du talent. du côté Je, d'Indianapolis, ils je, en ont toujours eu. Écoute, avant qu'on aille plus loin, on va jeter un coup d'œil, justement, on a préparé un tableau afin de regarder de quoi a eu l'air la saison morte des Colts. Il y a eu des départs au Mhm, niveau de la ligne à attaque. Bon, tu viens de parler de la ligne à attaque, on a perdu notre centre Ryan Kelly et Will Fries, le garde. Les deux ont pris le chemin du Minnesota via le marché des joueurs autonomes. On a perdu Joe Flacco, mais là, on a amené Daniel Jones qu'on a mis sous contrat pendant qu'on voit les autres joueurs qui ont quitté l'organisation. Écoute, bon, tu mentionnais le nom d'Anthony Richardson. On amène Daniel Jones et on espère que Jones aura pas à devenir le carrière partant. Sinon, ça va vouloir dire que Richardson, on va pouvoir lui mettre l'étiquette de flop au repêchage. Mais je ne sais pas si tu as vu mhm. lors des dernières semaines, qu'est-ce qui est sorti dans les médias. Apparemment, il y a plusieurs joueurs des Colts qui disent que c'est même pas proche, que ça n'a même pas été proche lors des entraînements, que Daniel Jones est supérieur à Anthony Richardson en tant que passeur, en tant Mhm. que carrière. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Et puis, est-ce que tu crois que réellement Daniel Jones a une chance d'être le carrière partant lors du premier match de la saison, étant donné que les Colts ont dépensé un haut choix au repêchage lorsqu'ils ont sélectionné Richardson il y a quelques années? Mais dans le fond, est-ce que je suis surpris? Non. Je ne suis pas surpris du tout à cause que Daniel Jones, dans le fond, c'est pas un si mauvais carrière que ça. Je pense que c'est un carrière qui avait pas nécessairement le bon coaching staff avec lui. Je pense que on a été très vite à critiquer Daniel Jones dans le sens que il a connu une bonne saison, il a amené les Giants en playoff. Après la game contre Minnesota, la saison d'après, rien. C'est là que la critique est arrivée. Mais en une saison, on a passé de ce gars-là est bon, ce carrière-là est bon, à ce carrière-là est pas bon. Donc, je pense qu'on n'a pas été assez patient avec Daniel Jones. Tout ce qui en vient à Richardson, moi, je pense qu'avec son attitude de sortir pendant les games parce qu'il est essoufflé, Hmm. de pas faire le dernier pas vers l'avant pour aller chercher le first down, pour aller chercher les pouces qui manquent. Je pense que c'est ça son problème. Donc, quand, les, quand tes coéquipiers voient à quel point que ton carrière est en train de prendre du leadership et qui veut dominer la game, c'est ça qui les influence à vite penser que, OK, c'est toi, Daniel Jones, qui veut gagner la game, donc on va aller avec toi. Mais Richardson, je pense qu'il s'assit trop sur son talent, sur son physique, puis qui fait comprendre aux gens que comme, ah, moi, j'ai le physique,
je fit dans le nouveau scheme de la NFL, qui a un carrière qui court, qui a un bras canon. Mais dans la NFL, c'est pas juste ça, là. Tout le monde s'ajuste. Donc, Ouais, parce pour qu'une moi, chose à propos. Oui, vas-y, ouais, oui. vas-y. Mais Non, pour mais j'allais moi, juste dans dire le fond, c'est, Ouais, pour ben moi, j'allais juste c'est, dans dire le à fond, propos de Richardson. Ouais, ben vas-y, ok, vas-y pas. ok, c'est bon, c'est bon. Il y a un petit Pour délai, moi, oui. non, inquiète-toi pas, mais pour moi, Daniel Jones, je pense sincèrement qu'il est meilleur que. Je vais être honnête avec toi, là, 100%, puis Tommy va rire quand il va écouter ça, là. Mais je pense que Daniel Jones a plus de potentiel que Richardson. Hmm. Cependant, je te dirais que pour les deux carrières qui sont là en ce moment, Daniel Jones et Richardson, c'est le moment de leur carrière que où est-ce qu'ils doivent le mieux performer. Ouais, ça, Et aucun on doute là-dessus, voit, là. ouais, et on voit dans le camp d'entraînement qui a le feu dans les yeux, ils sont en train de jouer pour leur vie, dans le fond. Ils sont en train de jouer pour leur salaire, pour leur legacy, pour leur continuité, pour leur enfant. C'est cette mentalité-là qu'ils doivent se mettre dans la tête. Tu sais. Ouais, ben écoute, pour en revenir à ce que tu disais, en commençant par Daniel Jones, moi je crois que Daniel Jones est limité, c'est pas un mauvais athlète, bon, il est à son mieux lorsqu'il est en mesure d'utiliser ses jambes. Et c'est vrai qu'il n'était pas bien entouré à New York. La ligne à attaque des Giants, ça fait une décennie là, qu'elle est mauvaise. Depuis la fin de la carrière d'Eli Manning, on n'a jamais été capable de solutionner ce problème. On a dépassé des choix au repêchage, on n'a pas sélectionné les bons joueurs. Je suis prêt à être assez ouvert d'esprit pour me dire, OK, Daniel Jones, au sein de l'attaque des Colts, qui est talentueuse, comme on vient d'en parler, peut-être qu'il pourrait mieux performer que qu'est-ce qu'on a vu lors de la fin de son séjour à New York. Et pour compléter, qu'est-ce que Mhm. tu dis à propos d'Anthony Richardson? Tu as dit qu'il a l'air d'un joueur qui s'assoit sur son talent, mais de qu'est-ce que j'ai lu, c'est ce qu'on lui reproche également. Là. Pas juste le fait qu'il avait quitté lors d'un match, qu'il était allé sur les lignes de côté parce qu'il disait qu'il était fatigué. Ça a laissé des séquelles. Mais en plus de ça, on met en question son éthique de travail une fois qu'il quitte le stade, une fois qu'il quitte le centre d'entraînement des Colts d'Indianapolis. Le travail n'est pas terminé pour tous les joueurs, mais encore plus lorsque tu es le carrière partant. Donc on met ça en doute du côté de Richardson. Puis on n'a même pas parlé du fait qu'il est constamment blessé depuis son Mhm. arrivée dans la NFL. Donc, il y a ça aussi. Alors, aujourd'hui, là, au moment où on enregistre ce podcast, à la mi-juillet, si tu avais à parier là, un petit 20 $, qui sera le carrière partant d'Indianapolis lors de la première semaine d'activité entre Daniel Jones et Anthony Richardson? C'est quoi ton feeling? Didier, si tu veux, je peux te mettre 200 $. C'est Daniel Jones. C'est Daniel Ah Jones. oui? C'est que, oui, je pense qu'il fit mieux avec qu'est-ce que les entraîneurs veulent apporter au Colts d'Indianapolis et qu'est-ce que les joueurs veulent avoir de leur carrière. Quelqu'un qui est prêt à se donner, quelqu'un qui est prêt à... Même si la fenêtre d'ouverture pour le receveur est minime comme ça, qui va rentrer le ballon puis qui va prendre la chance qui va donner la chance à ses coéquipiers de faire un jeu. Je pense sincèrement que Daniel Jones peut commencer la saison en tant que partant. Ouais, ben écoute, si jamais c'est lui qui arrière partant à la fin du camp d'entraînement, on va pouvoir miser également sur Jonathan Taylor, qui est un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL. Alors, le plan de match va pas reposer sur les épaules de Daniel Jones. Alors, je peux m'imaginer un scénario où les Colts pourraient avoir du succès avec Daniel Jones. Avec Anthony Richardson, j'ai plus de difficultés pour les raisons que je viens de mentionner. Et lorsqu'on a vu Richardson jouer, ben écoute, c'est loin d'avoir été concluant. Là. Il est très impressionnant en tant que Mhm. passeur. Je rappelle qu'il avait eu dans les rangs universitaires moins d'une quinzaine de départs là, à l'université de la Floride, oui, à l'université Florida. Mhm. Alors ça, généralement pour les carrières qui ont si peu joué, qui ont eu un si petit nombre de départs au football universitaire, ça tourne jamais bien dans la NFL. Lorsqu'on essaie de Jamais. faire des carrières partantes, il y avait notamment Mitchell Trubisky, qui est un de ces joueurs-là. Écoute, tu as mentionné le nom du choix de première ronde des Colts, l'ailier rapproché Tyler Warren, un produit de l'université Penn State. Il a été le 14e joueur sélectionné au total. Est-ce que tu crois qu'il va avoir un impact? Parce qu'il y a des gens, là, à la suite de la saison historique que Brock Bowers a eu avec les Raiders l'année dernière,
là, ils pensent que du moment qu'on repêche un ailier rapproché en première ronde, il va être aussi bon que Brock Bowers. On a vu que Warren était très polyvalent à Penn State. On l'utilisait à la position de carrière, position de porteur de ballon, en plus de celle d'ailier rapproché. Est-ce que tu crois qu'il peut réellement avoir le même genre d'impact que du côté de la NFL? En fait, quand je regardais les Colts l'an dernier, je te dirais que moi, selon moi, dans leur offensive, qu'est-ce qui leur manquait? C'était deux choses. C'était le carrière et je trouve qu'il leur manquait un joueur, un ailier rapproché dominant. Du fait qu'ils ont repêché Tyler Warren, même pendant le repêchage, il y avait beaucoup d'analyses qui disaient ça là, ça va devenir l'une des clés des Colts d'Indianapolis pour gagner la division, pour gagner des matchs en série éliminatoire. Tyler Warren va devenir une des clés de l'offensive des, des Colts. Je trouve que c'est une très belle acquisition à cette offensive-là. Je trouve que ça ouvre le livre de jeu encore plus gros, encore plus large. Je pense que ça permet de faire en sorte que, excusez-moi l'anglicisme, mais de un peu spread le terrain. Tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'il va avoir un impact très important. Puis je ne serais même pas surpris si il soit dans les top 3 pour être considéré comme recrue de l'année offensive dans la NFL. Ah, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir son développement là, au sein de l'attaque d'Indianapolis parce que à Penn State, comme je le disais, de la façon qu'il était utilisé comme carrière avec la formation Wildcat, puis c'est un gros bonhomme, là, près de 6 pieds 5 pouces, Mhm. près de 260 livres. Puis on l'a vu, il est en mesure de tourner le coin. Je me souviens, je crois que c'était contre Purdue. Il était capable, Jean-Michel, de tourner le coin, là, malgré le fait qu'il est corpulent. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai une question pour toi, Didier. Ouais, vas-y. Qui, qui tu penses dans la division que les Colts sont, qui tu penses qui peut euh, venir mettre du fil à retordre à Tyler Warren? Tu veux dire Si on y défensivement, pense vite, défensivement, si on y pense vite, il n'y a pas, y a pas beaucoup de joueurs, là. Donc, c'est pour ça que je te dis que les Colts vont vraiment. la division est faible, comme tu dis, hein. C'est ça. C'est pour Aussi, ça que je là. te dis que les Colts vont vraiment s'amuser avec Tyler Warren. En tout cas, moi, il devrait, pour moi, dans ma tête, il devrait vraiment s'amuser avec Tyler Warren. Encore une fois, Jean-Michel, ça en vient à qui va lui lancer le ballon. Pas juste qui, Exact. mais qui de Richardson et Daniel Jones, puisqu'ils vont être capables de le faire avec constance, avec des passes précises. C'est ça, c'est un gros point d'interrogation. Comme je te dis, pour moi, les Colts, moi, je trouve que Chris Ballard, le DG, il fait du bon boulot. Il est juste pas capable d'identifier le bon carrière, puis éventuellement, ça va peut-être lui coûter son emploi, mais il a amené du talent à Indianapolis. Là, et ça va être sa 9e saison. Il en a amené du talent à Indianapolis, mais il faut de la production de la part de la position de carrière. Bon, on vient de parler beaucoup de l'attaque, mais défensivement, du côté des Colts, c'était pas fort là, l'année dernière. Gus Oh Bradley non. n'est plus là. On est allé d'un changement. Luano Muro Mhm. s'amène de Cincinnati où il a été critiqué. Moi, je continue de croire qu'il est un bon coordonnateur. C'est lui le coordonnateur de la défense de Cincinnati lorsqu'ils sont allés au Super Bowl. On lui reproche de ne pas avoir développé les choix au repêchage. Moi, je ne donne pas le bénéfice du doute. Il y a des équipes là, dans la NFL, Jean-Michel, je ne leur donne pas le bénéfice du doute. Les Non. Bengals, les Browns, les Dolphins, il y a certaines équipes comme ça, là, je suis prêt à donner une deuxième chance à des joueurs ou des entraîneurs qui quittent l'organisation. Alors, du côté de la défense des Colts, on a préparé un tableau pour montrer le classement de la défense l'année dernière au niveau des statistiques majeures. Et puis, on le voit en termes de points accordés en moyenne par match. Jean-Michel, on était 24e. Verges accordées, Ouais. 29e là, sur 32 équipes. 24e pour les Ouais. verges au sol et 26e en moyenne pour les verges par match, par la passe, par rencontre. Est-ce que tu crois que la défense va être améliorée simplement avec le changement de coordinateur défensif? Ben absolument, absolument, parce qu'on regarde les joueurs qu'ils ont amenés. Ward, Bynum, c'est tous des joueurs dominants point de vue défensif. Puis encore une fois, désolé de me répéter, mais dans la division où est-ce qu'ils sont, ça va être plus dur pour les receveurs d'attraper le ballon avec ces deux acquisitions-là, tu sais. Donc, est-ce qu'ils se sont améliorés défensivement? Je suis prêt à dire oui. Maintenant, ça va devoir être prouvé sur le terrain. Puis, je suis pas prêt
je vais pas te dire que malgré qu'ils ont amené l'ancien DC defensive coordinator de Bengals, je pense pas que il y a une différence du fait que Bengals n'avaient pas une bonne défensive, fait que là maintenant les Colts vont pas avoir une bonne défensive. Je pense aussi que c'est les joueurs. Les Ouais. joueurs qui ont un rôle à jouer là-dedans. Tu sais, quand tu regardes les Bengals, il y avait juste Anderson qui était vraiment dominant, mais après ça, il n'y avait personne du côté de Bengals là, en défensive. Là. Donc pour les coachs, je Ouais. pense que c'est vraiment quelque chose de différent. Tu sais. Ouais, non, tu fais bien de mentionner le nom du demi-coin Charverius Ward. Oui, Charverius Ward, anciennement des 49ers de San Francisco, qui est signé à titre de joueur autonome avec Indianapolis. Et Cameron Bynum, lui, c'est un maraudeur qui jouait avec les Vikings Mhm. du Minnesota. La tertiaire devrait être meilleure là, avec l'ajout de ces deux gars-là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis on a 100%. investi au niveau de la position de chasseur de quart lors du repêchage de cette année en deuxième ronde et l'année dernière avec notre choix de première ronde. Donc, ça va être également au niveau coordonnateur de développer ces joueurs-là. Parce que tu sais, la tertiaire, montre-moi une bonne tertiaire, généralement, il y a un bon front défensif. Hein? Si tu es en mesure de presser carrière Exactement. adverse, ça aide grandement les demi-défensifs. Exactement, ouais. 100%. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça du côté des Colts. Alors, avant de se quitter, Jean-Michel, au niveau du over-under, les preneurs au livre pour la saison 2025 qui s'en vient, ils ont mis le nombre de victoires des Colts à 7 victoires et demi. Alors, de ton côté, Wow. je te pose la question. L'over-under, qu'est-ce que tu choisis? Plus ou moins de 7 victoires et demi pour ton équipe favorite, les Colts d'Indianapolis? Ben, j'ai pas le choix d'aller pour plus. J'ai pas le choix d'aller pour over 7,5, c'est ça? Ouais, 7,5, Ouais, 7,5. exact. Donc, j'ai pas le choix d'aller over parce que je me dis, chaque joueur dans cette équipe-là, ils comprennent que si cette saison, ça se passe pas bien, mais ma job est en péril. Mon travail est en péril. Hmm. Je peux être dans, je peux me faire licencier, puis les propriétaires, les nouveaux propriétaires, le nouveau GM qui va s'amener parce que il va perdre sa job, va reconstruire l'équipe au complet. Donc, je pense qu'ils vont tout donner sur le terrain. Je pense qu'ils sont dans une division où est-ce qu'ils peuvent tout donner. Déjà, moi, personnellement, je pense qu'ils vont gagner deux fois contre Titans. Ils peuvent gagner deux fois contre Jaguars. Déjà là, on est à 4. Après ça, une game contre, Là, t'es contre vraiment Houston. optimiste là, pour tes Colts. Oui, je suis vraiment optimiste pour mes Colts parce que je vois personne d'autre que Houston les battre dans cette division-là. C'est littéralement la seule équipe qu'ils ont une équipe solide de tout bord, tout côté. Mais quand on regarde les autres équipes, je pense qu'ils peuvent les battre deux fois. Si ils jouent bien, s'ils exécutent le plan de match correctement, je pense qu'ils peuvent les battre deux fois. Donc déjà là, c'est 5 victoires dans la division. Après ça, il faut aller en chercher trois autres hors de la division. Donc je pense pas que les OK. Colts peuvent perdre contre. Tu sais, j'aurais voulu avoir le calendrier là pour vous dire s'ils gagnent ou s'ils perdent, mais tu sais, je pense ils peuvent tout démontrer cette année à cause de la situation dans laquelle ils sont en ce moment. Ah, mais il y a une Et chose, aussi, Jean-Michel, puis tu le sais aussi bien que moi, quand on regarde le calendrier de la NFL au mois de juillet, puis on se dit, ah, ça va être un match facile, ah, ça va être un autre match facile, ah, ça va être plus difficile. Mais avec la NFL d'une année à l'autre, on ne sait jamais quelle équipe va être bonne. Souviens-toi, là, il y a un an, si tu affrontais les Commanders, tu te disais, ah ben, ça va être une victoire. Puis là, seulement les ouais. Commanders, ben, ils ont été une des bonnes équipes de la NFL. Ils étaient à une victoire de participer au Super Bowl. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça, c'est ça la beauté de la NFL. On a tout le temps nos idées préconçues durant l'été, avant le début de la saison. Puis des fois, c'est juste après le premier dimanche, là. Le premier dimanche de la saison régulière, tu te rends compte, il y a certaines équipes, t'es comme, wow, OK, la saison va être longue. Mhm. Puis j'ai même pas. Faut pas oublier les blessés en plus des fois qui viennent complètement changer les plans. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté de tes coachs. Mais t'es optimiste, j'aime ça. J'aime ça.
T'as l'air d'être un bon Il faut. partisan, mais toi, avant de commencer l'enregistrement, tu m'as dit que si les Colts ratent les éliminatoires, tu vas étudier la possibilité de changer d'allégeance. Tu m'as même parlé potentiellement de devenir un partisan des Buccaneers de Tampa Bay. Dis-moi que t'es pas un gars comme Ouais. ça. Dis-moi que t'es pas ce genre de partisan, s'il te plaît, Jean-Michel. Non, bien évidemment, c'est une blague. Bien évidemment, c'est une blague, mais il faut comprendre que ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans plus de 10 ans même que j'attends quelque chose des Colts, mais que ça arrive pas. Ça arrive pas, puis je pense que à un moment donné, il faut que tu donnes du respect à tes partisans, puis il faut que tu démontres vraiment vouloir prendre un pas vers le Super Bowl. Tu sais, que ce soit de gagner 2 matchs éliminatoires ou de 30 même aux éliminatoires. Tu sais, être constant au point de vue des éliminatoires, c'est très important pour garder tes partisans dans le bateau. Mhm. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, Peyton Manning est l'un de mes joueurs préférés. On a parlé de Dwight Freeney, Robert Mathis, tu sais, Bob Le Sanders. bon vieux temps. Mo- Oui, Marvin Harrison, tu sais, je peux te nommer toutes les légendes qui ont traversé, qui sont passées dans les Colts d'Indianapolis. Mais cette équipe-là, c'est l'équipe qu'ils avaient avant à comparer à l'équipe qu'ils ont maintenant. Tu sais, c'est 2 univers complètement différents. La NFL a changé beaucoup, oui, mais certes, à un moment donné, les joueurs doivent comprendre qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent pour venir les voir. Puis c'est pas des personnes qui ont des salaires nécessairement aisés ou est-ce qu'ils peuvent se permettre de le prendre à un billet à chaque fin de semaine. C'est des gens qui ont pris dans leur économie pour venir célébrer avec leurs enfants, que ce soit leur famille, grand-père, père, mère, whatever, pour venir fêter, festoyer, genre pendant la game. Mais si tu leur donnes toujours des matchs de piètre qualité, à un moment donné, ils vont quitter le bateau. Ok, Jean-Michel, t'en avais beaucoup sur le cœur. J'espère que cette Ben oui. session de thérapie, de thérapie, va t'avoir aidé à l'approche du début du camp d'entraînement de tes Colts d'Indianapolis. On va souhaiter qu'ils vont connaître une bonne saison, une saison qui va rencontrer tes attentes, tes grandes attentes des Colts. Écoute, je te remets ça encore une fois. Je sais que ton horaire est chargé, alors c'est vraiment apprécié ton passage au podcast. Ben merci beaucoup. Alors, Didier, si on regarde maintenant le total de victoires qui est prévu ou qui est prédit là, pour les Colts d'Indianapolis cette saison, Hmm. il est à 7,5 victoires. Didier, est-ce que c'est un bon chiffre, encore une fois, je trouve, personnellement. Est-ce que tu penses qu'ils vont en avoir plus ou moins? Didier, je rappelle, l'année dernière, 8 victoires, les Colts d'Indianapolis. Ouais, alors est-ce que l'histoire va se répéter pour Indianapolis? Je veux dire que ça va être plus. Donc, 8 victoires. On va avoir une fiche identique à la saison 2024 du côté des Colts d'Indianapolis. Puis comme j'en ai parlé avec Jean-Michel, en tout cas, on a hâte de voir qui sera le carrière partant également là, à la fin du camp d'entraînement du côté des Colts. Mais je pense qu'on va y aller avec Richardson, étant donné qu'on a tellement investi au repêchage. Donc oui, plus de 7 victoires et demie pour les Colts. Soit de ton côté, l'over-under des Colts? J'ai mis plus également, mais j'ai la Ah ouais? confiance de champignons là, dans un plateau de légumes, c'est-à-dire qu'ils vont rester jusqu'à la fin. Euh, C'est la première fois que je l'entendais, euh, celle-là. La confiance d'un champignon dans un panier de légumes. oui, dans un plateau, tu sais, quand tu achètes des plateaux de légumes déjà tout faits, là, tu as les concombres, Ouais. puis là, il y a toujours un rack de champignons que personne mange, qui reste à la fin. Parce que des champignons crus, là, en tout cas, bref. C'est ma façon de voir l'affaire. Tu dois C'est les toujours les tremper champignons qui restent. tu dois les tremper dans la ranch. C'est ça, là, avec les Ouais, champignons, ouais, là. ouais. Que ça Mais toi, goûte t'es un gars quelque de chose. champignons dans ce plan? T'es un gars de champignons? Ah, ouais, ouais, ouais. J'en mets dans mes omelettes. Moi, j'ai rien contre les champignons, moi. Non, mais dans un Toi? plateau de Quoi, légumes, t'es là, pas tu un sais, gars de t'as les champignons? concombres, les poivrons, ça va bien, ça Bon, on va, le parle de champignons brocoli. de légumes, c'est bien ça. OK. Oui, 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 oui. Ah oui. C'est différents types de Oui, champignons, oui, oui, Marc-André. oui. Faut juste se Bref, préciser. OK. bref, j'ai mis plus, mais c'est ça, je suis pas vraiment confiant. Puis je pense que ça va être un thème là, dans cette division-là. Les prédictions, ça va être pas facile, là. C'est une division quand même, c'est ça, qui laisse place à l'amélioration, mais bref, c'est ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Bref, ça pour dire, parlant de questions, on a une question de Patrick Légaré via Facebook.
nous demande, qui nous dit bonjour à toute l'équipe, félicitations pour votre podcast. Bonjour Est-ce Patrick. que les Colts, oui, yes, est-ce que les Colts auraient dû sacrifier un bon choix au repêchage en 2025 afin de repêcher un vrai corps arrière, comme il y a une demi en parenthèse Shedeur Sanders? Est-ce qu'on aurait dû sacrifier un haut choix pour repêcher un corps arrière cette année chez les Colts, Didier? Alors, est-ce que Patrick est en train de nous dire que lui, il aurait fait de Shedeur Sanders son carrière partant dès le repêchage, il l'aurait repêché? Imagine-toi la controverse là, que ça aurait créé si les Colts avaient repêché Shedeur Sanders. Écoute, sacrifier un choix au repêchage, on l'a déjà fait en repêchant Anthony Richardson. Tu sais, Richardson, ça avait été un choix du top 5, si je me souviens bien. On a parié gros là, sur Richardson, puis jusqu'à présent, on n'est vraiment pas en train de gagner notre pari. Alors, on va voir ce que ça va donner, comme je le disais tout à l'heure, lors du camp d'entraînement. Qui de Richardson et de Daniel Jones sera le carrière partant? D'après les rumeurs qui circulent du côté des vétérans des Colts, on souhaiterait que Daniel Jones soit le carrière partant. Mais pour répondre finalement à la question de Patrick, non, je ne crois pas que ça aurait été la bonne chose à faire. Là. Étant donné qu'on vient d'utiliser un choix tôt en première ronde pour repêcher Richardson, de lancer la serviette aussi rapidement, bien que je ne crois pas que Richardson va éventuellement devenir un bon carrière partant, mais ça aurait peut-être été trop tôt là, du côté d'Indianapolis. Ça a été notre choix, Richardson. On savait qu'il était un projet qui n'allait pas être prêt à jouer immédiatement. Alors, on ne peut pas lancer la serviette du côté de Chris Ballard après 2 saisons seulement. Là. Je crois que ça serait prématuré. Je pense un peu comme toi, ça aurait été comme un désaveu sur les décisions qu'on a prises il y a de cela pas si longtemps que ça. Je pense que c'est ça. Il faut donner encore la chance aux coureurs. Et ça aurait été aussi de montrer au monde, à la planète football, qu'on s'est trompé envers Anthony Richardson. Donc, moi aussi, je pense que ça n'aurait pas été une bonne affaire. Une question maintenant de Thomas Frignon, qui est sur Instagram. Est-ce que vous pensez que les Colts sont un sleeper, c'est-à-dire un prétendant aux éliminatoires qui passe sous le radar? Ben, Indianapolis a gagné quand même 8 matchs l'année dernière. Écoute, les Colts étaient dans la bagarre pour une place en éliminatoire jusqu'à très tard durant la saison. Mais j'aurais tendance à dire que oui, qu'Indianapolis est une équipe qui est un sleeper. Parce que, je répète, il y a du talent à Indianapolis, OK? Chris Ballard a fait du bon boulot afin d'amener des joueurs talentueux. Le problème, c'est la position de carrière. Maintenant, si Richardson n'est pas la solution, est-ce que Daniel Jones peut jouer suffisamment bien pour permettre aux Colts de participer aux éliminatoires? Je peux voir un scénario où ça va être le cas. Parce que Daniel Jones n'a jamais réellement été bien entouré à New York. Puis je suis pas un fan de Daniel Jones. Là. Je crois pas qu'il va devenir un carrière vedette là, maintenant qu'il joue pour les Colts d'Indianapolis. Mais faut admettre là, qu'il est mieux entouré. Okay? Il fait partie d'une bien meilleure équipe que les formations qu'il avait à New York. Et on a changé de coordinateur en défense du côté d'Indianapolis. Ça, on avait vraiment besoin de le faire. Alors ouais, je peux voir un scénario où Indianapolis pourrait se qualifier en éliminatoire, là, peut-être aller chercher la 7e position du côté de l'américaine. Ouais, moi, je pense que la qualification en éliminatoire ou potentielle des Colts passe par le titre de section. Je pense qu'il y a une section qui est prenable du côté du sud de l'association américaine, mais sans plus. Je ne les vois pas être dans les équipes repêchées. Donc, on devra se concentrer, sur mon avis, sur le titre de section. Je pense que les Texans ne sont pas assurés là, de terminer au premier rang. Je pense que les Colts pourraient surprendre, mais ça va passer par, justement, remporter notre section du côté des Colts. Est-ce qu'on passe maintenant au titan du c'est Tennessee? vraiment... Vas-y, Didier. Ouais, non. Ouais, non, mais j'allais dire, c'est faisable. C'est loin d'être impossible, surtout en raison de la section. La section est faible. Alors, pourquoi pas, là? Tu sais, c'est pas impossible. C'est pas une mission impossible pour les Colts. Écoute, Marc-André, côté fantasy, du côté des Colts d'Indianapolis, ça a l'air de quoi? Hein? Parce qu'on mise sur Jonathan Taylor, qui est un des bons porteurs de ballon de la NFL. Mais toutefois, il a raté des matchs lors des dernières saisons en raison de blessures. 16 lors des 3 derniers matchs, lors des 3 dernières saisons, pardon, c'est énorme en termes de fantasy. Mais lorsqu'il est sur le terrain, Didier, il est hyper productif. Porteur de ballon numéro 7 l'année dernière en termes de points fantasy par match. C'est un choix en ce moment de milieu de deuxième ronde, Jonathan Taylor. J'adore Jonathan Taylor en format standard, en milieu de deuxième ronde. Je pense que c'est un joueur explosif en format PPR, donc on obtient des points pour les attraper. C'est peut-être pas sa tasse de thé. Attraper des ballons, Jonathan Taylor, il est plus ou moins utilisé dans le jeu de passe. Mais oui, Jonathan Taylor en format standard, en format half PPR, là, en format moitié PPR, je pense que
choix de deuxième ronde. J'embarque, je saute à pieds joints là-dessus, là, sur Jonathan Taylor au niveau fantasy. Ouais, comme on disait tout à l'heure, les Colts sont une équipe qui a du talent. Josh Downs, c'en est un là, qui passe sur le radar, mais a vraiment connu une bonne saison pour Indianapolis l'année dernière. Il est hyper talentueux, Josh Downs. Le problème, c'est la position de carrière. Qui va lui lancer le ballon? C'est surtout ça l'affaire. Dans le cas de Josh Downs, il y a un niveau de séparation élite. Les statistiques le prouvent, les statistiques avancées. C'est un des gars qui a un meilleur niveau de séparation avec les demi-défensifs adverses dans la NFL. Josh Downs, l'année dernière, entre la semaine numéro 4 et la semaine numéro 11, moyenne de 15,8 points par match en format PPR. Il est le receveur numéro 48 en ce moment, en fin de repêchage. Ça peut être une bonne affaire pour vous. Et les Colts ont arrêté leur sélection lors du repêchage sur l'ailier rapproché en première ronde. Sur l'ailier rapproché de Penn State, Tyler Warren, très polyvalent. On l'a utilisé à toutes les sauces du côté des Nittany Lions. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'être aussi productif du côté de la NFL? 14e show au total du côté des Colts l'année dernière. Le problème du côté des Colts, Didier, c'est que la position de l'ailier rapproché, en fait, depuis quelques années, elle est vraiment à négliger, ou en fait, on n'a pas vraiment de bons ailiers rapprochés. Là. On se souvient que ça a été déjà une force à l'époque de Peyton Manning, mais bref, l'année dernière, 39 réceptions. Dallas Clark, baby! Exactement. Les Colts, 39 réceptions par des ailiers rapprochés, c'est vraiment minime. Donc, on a repêché Tyler Warren, c'est pour lui donner un rôle dans l'attaque des Colts. Et c'est peu mon avis, Didier, là, lorsqu'on vient dans nos repêchages, essayer de tenter de repêcher un ailier rapproché, lorsque vous passez les Brock Bowers, les Trey McBride, les George Kittle, Hawkinson, peut-être même les 6 premiers, là, Kelsey, Laporta, à partir de ce moment-là, entre Jake Ferguson, Tucker Kraft, Mark Andrews, David Njoku, vous savez, ces ailiers rapprochés-là, vous savez quel genre de production il va vous donner, tandis que Tyler Warren, c'est l'inconnu. Il est talentueux. Je suis de type en ce moment à me dire, passer les 5-6 premiers ailiers rapprochés, pourquoi pas prendre une chance avec Tyler Warren et au pire, on le libère, ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'il est talentueux, je pense qu'il y aura un rôle. Puis c'est ça, tant qu'à avoir des joueurs comme des David Njoku qui vont être des bons ailiers rapprochés, qui vont être des top 10, mais qu'on sait que parfois, il y a des semaines que ça sera décevant. Bref, Dallas Kincaid, Jake Ferguson, Dallas Goedert. Bref, je préfère Tyler Warren. Je prends une chance avec Tyler Warren de frapper le gros lot, de toucher le gros lot et à tout le moins de me réajuster par la suite. Je pense que Tyler Warren là, peut être une bonne affaire pour vous cette année. Ah, j'aime ton raisonnement, Ça a du bon sens. En parlant d'anciens ailiers rapprochés des Colts d'Indianapolis, je regardais sur un des comptes sur Reddit que je suis de la NFL, puis ils ont mis des faits saillants d'un match de 1995 entre les 49ers de San Francisco et les Colts d'Indianapolis. Puis il y avait l'ailier rapproché Ken Dilger qui avait connu un gros match, plus de 100 verges par réception. Je pense qu'il avait inscrit 2 touchés. Là. Ça, c'est il y a 30 ans. Là. Je remonte à loin avec ça, mais c'est juste drôle que tu as parlé des anciens ailiers rapprochés. C'est Jim Harbaugh qui est au poste de quart pour les Colts durant ce match-là pour dire comment ça fait longtemps. Là, mais ça me rappelait des souvenirs de voir ça.